Bonjour à tous et merci particulièrement à nos invités d'être présents aujourd'hui. Notre présentation va porter sur l'évaluation d'impact sur la santé du plan de mobilité durable de Victoriaville. Donc, je vous présente notre équipe. De gauche à droite, on a Philippe, Louis-Charles, Laurie, moi-même et Aglaé. En arrière, on a Tierno Diallo, qui est postdoctorant à l'ESSAD, qui nous a appuyé tout le long de l'année, et M. Alexandre Lebel, qui est notre directeur d'essai. Donc, la présentation va y aller comme suit. Nous allons débuter avec le contexte et la méthode de l'évaluation d'impact sur la santé, qu'on va nommer EIS. Ensuite, on va y aller avec deux exemples d'analyse, soit les îlots de chaleur urbains et la sensibilisation et l'éducation. Et on va terminer avec la présentation des résultats. Donc, comme je l'ai mentionné, notre mandat cette année, c'était de réaliser une évaluation d'impact sur la santé sur un avant-projet du plan de mobilité durable de Victoriaville. En fait, le IS, ça sert à outiller le décideur et de bonifier les interventions du projet. Le tout, c'est de favoriser finalement le développement d'un projet qui va être favorable à la santé des populations. Donc, on parle de groupe d'accompagnement parce que le IS est un travail de collaboration. C'est une démarche prospective, donc avant l'adoption d'un projet. Puis ça nécessite justement la collaboration des acteurs impliqués, des décideurs. Ils vont nous aider finalement à s'adapter à leurs besoins, à leurs inquiétudes ou les enjeux présents sur leur territoire. Donc, on a travaillé tout au long de l'année avec deux professionnels de la ville de Victoriaville et deux professionnels de la Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre du Québec. Donc, actuellement, au Québec, il y a un contexte favorable pour réaliser des évaluations d'impact sur la santé. En fait, le gouvernement a adopté en 2016 la politique de prévention en santé. On retrouve des objectifs comme réduire les risques pour la santé qui sont soit associés au transport, à l'environnement et l'aménagement du territoire. Là-dedans, on retrouve la mesure 2.6 qui est d'outiller le milieu municipal afin qu'une analyse des effets potentiels sur la santé soit intégrée de façon plus systématique dans les démarches de planification territoriale. Et il y a un budget de 2,3 millions qui est associé à cette mesure. Donc, ce qu'on retient de la politique de prévention en santé, c'est que la santé, c'est une responsabilité commune et donc une affaire pour tous, et que l'aménagement du territoire, en fait, peut être un levier qui va venir favoriser des facteurs qui sont reliés à la santé. Donc, par exemple, on sait que l'aménagement du territoire peut influencer les saines habitudes de vie. Donc, le IS se réalise en 5 étapes. Les deux premières, le dépistage et le cadrage, c'est de juger de l'utilité et de l'opportunité de faire une évaluation d'impact sur la santé. Ensuite, l'analyse, c'est d'estimer les impacts potentiels du projet sur la santé. Et ça se fait à l'aide de la revue de littérature scientifique, puis des observations sur le terrain. Donc, soit de la collecte de données ou des entrevues. De là, on a formulé des recommandations soit pour minimiser les effets négatifs et maximiser les effets positifs du projet sur la santé. Et enfin, on termine avec le suivi et l'évaluation, qui est d'effectuer un retour sur la démarche pour l'améliorer dans le futur. Rapidement, je vous présente comment est construit le PMD, le plan de mobilité durable de Victoriaville. Donc, on a 6 volets. Par exemple, le transport actif, dans lequel on va retrouver des fiches. Je vous donne un autre exemple, comme le stationnement pour les vélos, dans lequel on va finalement retrouver plusieurs interventions. Donc, au total, on a 6 volets, 20 fiches et puis 52 interventions. Et c'est sur les fiches et les interventions qui a porté notre analyse. Donc, avec notre groupe d'accompagnement, il y a des déterminants de la santé qui ont été retenus. Le premier, qu'on retrouve juste ici, au milieu, l'accessibilité aux équipements, services et activités. C'est là que, par exemple, on va faire l'analyse du potentiel piétonnier. Ensuite, l'activité physique de loisirs et utilitaire. On va vérifier si les pôles générateurs sont connectés ou si les infrastructures vont favoriser le transport actif. Ensuite, au niveau de l'inclusion et capital social, on va, par exemple, juger de la rue comme un espace public, un espace soit pour socialiser et s'amuser. La sécurité des déplacements, on va vérifier si évidemment, les rues sont sécuritaires pour favoriser également le transport actif. Et enfin, les îlots de chaleur urbains, ça va être notre exemple qu'on va vous présenter plus tard. Donc, je ne vais pas faire de commentaires. Mais ensuite, finalement, notre analyse a porté sur
ces 6 volets-là, en fait, ces 5 volets-là, puisque sensibilisation et éducation a été analysé d'une façon un peu différente, que je vais vous parler plus tard également. Et tout ça, finalement, va avoir un impact potentiel sur la santé physique et mentale. Donc, rapidement, la méthode d'analyse, c'est de faire une mise en contexte du déterminant de la santé, donc de faire une définition en contexte avec Victoriaville. Ensuite, avec la littérature, on a identifié des populations vulnérables propres à chaque déterminant de la santé. On continue avec l'analyse de l'état actuel, l'analyse des impacts potentiels du PMD sur le DS, par exemple, comme le capital social. Ensuite, on fait l'analyse des impacts potentiels des DS sur la santé, puis on termine avec la formulation de recommandations. Donc, pour bien vous comprendre notre méthodologie, un des DS qu'on a décidé de présenter, c'est celui des îlots de chaleur urbaine. Premièrement, la définition scientifique d'un îlot de chaleur urbain, c'est la différence de température entre le secteur urbain et le secteur rural, et c'est une différence de température d'environ 12 degrés. Il y a des facteurs naturels et anthropiques, et ces deux facteurs-là composent plusieurs causes qui peuvent influencer les îlots de chaleur urbains. Par exemple, le niveau d'absorption des surfaces. Par exemple, une surface plus noire comme de l'asphalte va absorber beaucoup plus la température qu'une surface blanche. Par exemple, avec les trottoirs et les rues, on peut avoir une différence entre 27 et 50 degrés de température de surface de la rue et la température de l'air qui est juste à côté. Également, aussi, le positionnement des bâtiments va influencer tout ce qui est la circulation de l'air dans les villes. Donc, ça va diminuer l'évacuation de l'air, donc ça va emprisonner la chaleur. Et la chaleur va aussi engendrer plus d'humidité, donc de l'inconfort pour les citoyens. Par la suite, également, il faut prendre en considération l'effet de rétroaction positif, en fait, qui est un petit peu un effet multiplicateur. En fait, c'est plus il fait chaud, plus on va vouloir utiliser l'air climatisé pour se refroidir et utiliser l'auto pour se déplacer à cause de la perte de confort en lien avec la chaleur et l'humidité. Donc, ça va augmenter les îlots de chaleur, augmenter la chaleur, et c'est un petit peu un cercle vicieux. Et Johnson Newton avait fait une petite étude en 2004 assez intéressante. Conclusion, un arbre qui transpire 450 litres par jour, transpirant en fait, qui est un peu comme un climatisateur, ça l'équivaut à 5 climatisateurs qui fonctionnent 20 heures. Donc, c'est d'où l'importance de garder une bonne végétalisation, surtout dans les milieux urbains, pour refroidir le milieu urbain. Par la suite, pour l'état de l'analyse actuelle, on est allé chercher les températures de surface qui se divisent en 9 catégories. On a gardé les catégories 8 et 9, les températures de surface allant de 25 à 30 degrés, qui sont considérées comme les deux zones qu'on peut appeler des îlots de chaleur urbains. Première carte, ici, on peut voir quand même assez bien, si on fait juste garder les deux couches 8 et 9. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit quasiment la morphologie de la ville juste en observant la carte. Par la suite, on a voulu juxtaposer avec d'autres éléments. Par exemple, essayer de trouver pourquoi il y a autant d'îlots de chaleur dans les milieux centraux. Donc, ici, on est allé chercher on a localisé les 33 stationnements les 33 stationnements publics de la ville. On peut voir une corrélation directe avec les îlots de chaleur et les stationnements, mais également aussi, on est allé découper les grands stationnements beaucoup des centres commerciaux qui sont en vert, particulièrement ici et ici. Fait qu'on peut voir aussi qu'il y a directement une corrélation entre les deux. Par la suite, on a voulu savoir qui sont les personnes les plus impactées négativement par les îlots de chaleur. On a trouvé, selon la littérature, c'est des personnes vivant seules, âgées de 65 ans et plus. Et après ça, on est allé les localiser sur la carte et on est allé chercher les deux secteurs où il y a le plus de ces personnes-là qui sont le plus représentées. Donc, ça tombait vraiment directement aussi dans le milieu central où il y a énormément en fait, de surface d'îlots de chaleur. Par la suite, on a fait la même chose pour les liens cyclables, considérant que l'augmentation de la température et l'augmentation de l'humidité découragent en fait le mode de transport actif. Et on peut voir, c'est beaucoup dans le milieu encore central ici, qu'il y a les liens cyclables passent directement dans les îlots de chaleur, donc peut décourager les personnes à utiliser ce mode de transport. Par la suite, les impacts potentiels. Par la suite, les impacts potentiels, il y a une corrélation entre la répercussion négative des îlots de chaleur et l'environnement et la qualité de vie, par exemple avec l'augmentation des particules polluantes dans l'air. Également, comme je vous expliquais tantôt, l'effet rétroactif positif. L'évaporation également causée par la chaleur augmente l'humidité
qui augmente la sensation de chaleur et le confort. Également, il y a des effets négatifs sur la santé physique et mentale qui multiplient en fait les effets les maladies chroniques. Fait que les personnes qui ont des problèmes de maladies cardiovasculaires vont être plus influencées. Par la suite, on a analysé chacune des fiches et les interventions. Pour les îlots de chaleur urbains, il est plus particulier que les autres parce que ce qu'on a remarqué, c'est que chaque fiche séparée, chaque élément des volets pris différemment, ils n'ont pas nécessairement un grand effet positif ni neutre sur le plan de mobilité ou les îlots de chaleur. Par contre, c'est quand on les traite dans l'ensemble qui ont vraiment des effets positifs. De là, une de nos recommandations qui est élaborée à adopter un plan d'action de réduction des îlots de chaleur, par exemple avec la mise en place de mesures de végétalisation, par exemple sur les stationnements, les abords des pistes cyclables et les rues, et également aussi encourager la mise en place d'un règlement favorisant les membranes blanches sur les toits. Et ici, on a un exemple assez marquant d'un bâtiment. La section verte, c'est la section du bâtiment qui est noire, et la section blanche, on voit qu'il n'est pas classé en îlot de chaleur urbain. Il y a 10 degrés de différence entre les deux sections. C'est assez frappant entre les deux. Super. Donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le volet sensibilisation et éducation du plan de mobilité durable a été analysé de façon un peu différente. Parce qu'on trouvait ça, en fait, c'est pas nécessairement très commun d'avoir ce genre d'intervention-là dans des plans de mobilité durable. C'est très bien de le faire, en fait, parce que changer les comportements, c'est une opération assez complexe. Il ne s'agit pas seulement de fournir des trottoirs ou des pistes cyclables, ça ne veut pas dire que les gens vont les utiliser. Il faut aussi des interventions en éducation et sensibilisation. Donc, le PMD prévoit 2 objectifs. Le premier, il vise à susciter l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Et le deuxième, en fait, la Ville souhaite modifier les comportements de la population en faisant la promotion et en sensibilisant ceux-ci à l'usage des modes actifs et la sécurité routière et le partage de la route. Pour ce qui est du reste de la présentation, je vais me concentrer seulement sur l'usage des modes actifs. Donc, le modèle qu'on a utilisé, c'est le modèle écologique pour faire l'analyse finalement de ce volet-là. Ça ressemble un peu à ce qu'on a présenté tout à l'heure avec les déterminants de la santé, avec le schéma conceptuel, mais le modèle écologique est beaucoup plus adapté pour le transport actif. Donc, ici, on a une représentation des multiples niveaux qui vont influencer nos comportements. Par exemple, le niveau intrapersonnel, donc ça peut être des caractéristiques comme l'âge et le sexe. On a des caractéristiques interpersonnelles, donc les familles, amis, collègues de travail et le voisinage. Et ensuite, on a également l'environnement social et l'environnement physique. Donc, il s'agit des endroits qu'on va fréquenter au jour le jour, comme notre quartier, le travail et l'école, dans lequel on retrouve un environnement physique qui va favoriser ou non le transport actif. Et puis, on a les politiques publiques tout en haut. Et on a aussi 2 environnements qui vont transcender tous les niveaux, comme l'environnement informationnel, puis l'environnement socio-culturel. Juste ici, il s'agit des normes, par exemple, de la société dans laquelle on vit. Oui. Donc, de là, a découlé plusieurs recommandations. Je vous en présente seulement 2 aujourd'hui. La première, en fait, c'est de faire des ateliers de mécanique de vélo destinés aux femmes. Donc, au Québec, c'est 40% des femmes qui utilisent le vélo versus 53% chez les hommes pour se déplacer. Et puis, ça, c'est relié à plusieurs facteurs. On reprend notre modèle écologique. Ça a des facteurs intrapersonnels. Par exemple, les femmes ont peut-être moins confiance en leurs habiletés. Et vous avez des facteurs aussi qui est relié à l'aménagement physique. C'est-à-dire que les femmes ont un sentiment d'insécurité plus élevé que les hommes par rapport à l'aménagement du cadre bâti. Et la deuxième recommandation, c'est de faire le suivi de la mise en œuvre du PMD, colliger l'information et en assurer le partage, parce qu'il n'y a pas beaucoup, justement, d'informations sur le transport actif au Canada. Puis, d'assurer le partage, parce qu'on croit qu'il va y avoir de plus en plus de municipalités qui vont adopter des plans de mobilité durable. En fait, il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé sa politique de mobilité durable qui offre un appui financier de 52,5 millions de dollars aux municipalités, justement, pour développer des plans de mobilité durable sur leur territoire. Donc, pour finir, en fait, sur l'analyse des 20 fiches,
et des 52 interventions, oui. En fait, on a formulé 30 recommandations qui ont pour but de bonifier le plan de mobilité durable. Et après ça, ici, on est allé chercher par fiche en lien avec les déterminants de la santé. On peut voir la majorité des fiches ont un effet quand même positif sur le PMD et les déterminants de la santé. Les îlots de chaleur sont vraiment, c'est plus lui qui est un petit peu différent. Donc, nos recommandations visent vraiment à bonifier et donner un petit plus au plan de mobilité durable. Par la suite, les prochaines étapes en lien avec le IS, on est en train de finir un rapport synthèse pour le groupe d'accompagnement afin de faciliter l'intégration de nos recommandations. Par la suite, on a été invité à les présenter au Saint Michael Hospital de Toronto. Également, Marianne Cormier, qui est étudiante en santé publique à l'Université Laval, va effectuer durant l'été des étapes de suivi d'évaluation, ce qui est très intéressant parce que souvent, ils ne sont pas toujours effectués. Également, on a été proposé de faire un article scientifique considérant que c'est la première fois au Québec qu'il y a un EIS qui est fait sur un plan de mobilité durable. Et également aussi, Québec en forme aimerait ça publier en fait le rapport et faire en même temps la promotion de l'ESSAD dans leur revue Internet Santé. Donc, c'est des questions. Bien, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. De votre présence. Bon, félicitations. Et j'ai une question en fait. Je parle sous le contrôle des deux enseignants. Est-ce que dans le cadre de votre EIS, vous avez eu le temps de faire des entrevues? Si oui, comment vous avez intégré ces informations-là dans votre analyse? Oui, en fait, c'est par rapport aux déterminants de la santé et capital social. C'est pas nécessairement c'est pas évident d'avoir une information sur le capital social. C'est très abstrait. Donc, nous avons effectué en fait 3 entrevues. Puis c'est surtout dans l'état actuel que je suis allée qu'on allait chercher cette information-là pour savoir c'était quoi les problématiques. Par exemple, il y avait dans le diagnostic du PMD, puis dans le plan d'urbanisme, il y avait plusieurs enjeux qui ont été soulevés, mais on allait justement confirmer souvent par les entrevues les enjeux qui ont été soulevés. Ça peut être assez varié, mais ça peut être, j'en ai un, par exemple, c'était l'accès, je dirais, plus au niveau monétaire là, au transport en commun. C'était un exemple qui a été soulevé dans les entrevues. Puis, voilà. Oui, par le groupe d'accompagnement aussi. Oui, juste rajouter. Dans le fond, le groupe d'accompagnement, on a rencontré, dans le fond, on a eu 4 réunions, 3 ou 4 réunions, en fait, avec le reste du groupe qui nous a aidé aussi à cibler certains objectifs de l'EIS. Donc, bravo pour votre travail. Il y avait beaucoup plus de matériel que ce qu'on a vu là. Et compte tenu de tout ça, je voudrais savoir, selon vous, là, dans un contexte où les ressources sont limitées, puis le temps est limité pour implanter tout ça, quelles seraient les 3 actions prioritaires là, suite à l'étude que vous avez faite qui auraient le plus d'impact sur la santé? Donc, qu'est-ce qu'on devrait viser comme 3 premières actions? Ben, je pense que ce serait d'axer peut-être sur les îlots de chaleur urbains, parce que par exemple, l'aménagement des rues, des stationnements, la végétalisation, ça peut avoir des impacts positifs sur quasiment toutes les DS qu'on a analysées. Donc, c'est peut-être lui qu'il faudrait traiter en ensemble, autant pour l'apaisement, l'apaisement pour la sécurité des déplacements, l'activité physique à l'extérieur, l'inclusion, le capital social aussi, tisser des liens. Donc, peut-être prendre l'élément plus Ben, c'est ça, tu l'as mentionné, les îlots de chaleur, ça vient toucher un peu tous les déterminants de la santé. Ça peut avoir justement un impact sur le capital social. Justement, faire des milieux végétalisés, des rues végétalisées qui sont favorables aux piétons, ça favorise aussi le développement du capital social. Les gens prennent plus de temps dans la rue, puis c'est notamment, je pense, très favorable aussi pour les personnes âgées. On l'a soulevé dans notre rapport. Une question qui vient du web, en fait. Bon, je la lis. Un des éléments qui est souvent critiqué dans les PMD, c'est le manque de mesures de performance ou des moyens mal définis de mesurer la mise en œuvre des actions. Donc, est-ce que c'est un aspect que vous avez abordé par rapport à l'aide d'un EIS?
Dans le fond, dans les fiches du PMD, non? Si vous regardez ici, dans ce point-là, en fait, vous ne le verrez peut-être pas trop à l'écran, mais déjà dans le plan de mobilité durable, les acteurs municipaux ont déjà prévu un certain nombre d'indicateurs de suivi. La problématique qui revient probablement pour la plupart des municipalités, c'est toujours de faire le suivi, la mise en œuvre par rapport à ces moyens-là. Donc, ça fait partie aussi de nos recommandations de pouvoir essayer d'aller chercher des budgets pour pouvoir justement faire ces suivis et pour faire un retour, là, puis s'assurer que ça fonctionne. Et comme le disait Laurie, en fait, la nouvelle politique de mobilité durable va sûrement aider à concrétiser ça avec les moyens financiers, là. Surtout qu'en fait, ça va devenir obligatoire, là. En fond, l'enjeu 1 de la politique, là, si on regarde juste pour le cadre d'intervention en transport actif, en fond, le cadre législatif là, québécois, il devrait être adapté et ça va être imposé aux municipalités, en fait. Si on regarde la mesure 2, modifier les lois pour systématiser la prise en compte des transports actifs. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres interventions. Puis, un autre enjeu aussi, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes au transport actif dès le primaire, puis même le secondaire. C'est une étape, dans le fond, qui était déjà prise en considération dans la sensibilisation et l'éducation, le volet qui était dans le PMD.